Bonjour à tous, donc je suis Laure Saint-Giron, je suis senior manager chez Hector et je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous pendant 1 heure pour parler du sujet, engager et nourrir le collectif à l'heure du travail à distance. Donc un thème vaste et très à la mode en ce moment. Cela fait longtemps que je m'intéresse à tous ces sujets de travail collectif puisque je suis certifiée à la facilitation. La facilitation, c'est une technique de coaching qui permet d'être facilitateur de réunions de travail et qui permet d'accompagner un groupe au travers d'exercices pour aboutir à un résultat. Et je suis également certifiée au co-développement, qui est une technique de coaching canadienne, où là, c'est vraiment s'appuyer sur l'intelligence collective pour la résolution de problèmes concrets au sein d'un groupe constitué de personnes du même niveau hiérarchique. D'ailleurs, je crois que certains des participants aujourd'hui sont des personnes que j'ai accompagnées pendant près d'1 an sur des sessions de co-développement. Chez Hector, aujourd'hui, j'ai mené plusieurs missions depuis 1 an sur les nouvelles façons de travailler. Donc, je suis également en charge de porter cette offre auprès de certains d'entre vous qui sont connectés aujourd'hui. Et dans un contexte professionnel qui est en perpétuelle évolution, nous avons souhaité partager avec vous, au cours de ce webinaire, le résultat de recherche et d'expérience que nous avons mené. Donc aujourd'hui, Lana est avec moi et c'est un plaisir. Bonjour à tous, je suis Lana Chourati, je suis consultante chez Hector depuis bientôt 2 ans. J'ai un parcours universitaire en psychologie et notamment un master en comportement et développement des organisations. Ce parcours me permet d'allier à la fois des compétences en psychologie organisationnelle tout en comprenant notre environnement business et les activités des entreprises et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, le monde du travail a connu de nombreuses évolutions depuis 1 an, à notre grand détriment d'ailleurs. Nous sommes partis d'un moment où le télétravail en France était finalement utilisé par un nombre peu important de salariés en France, à un télétravail généralisé et total dû au confinement. Alors nous pensons tous que son confinement de mars-avril n'allait pas durer, qu'il serait court et que nous allions nous adapter de façon temporaire, de manière logistique ou selon les manières de faire. Finalement, cette crise sanitaire est plus longue que prévu. Et même lorsque le confinement professionnel que nous connaissons aujourd'hui sera terminé, nous serons dans un mode de fonctionnement hybride, c'est-à-dire avec des salariés sur place au bureau, également des salariés chez eux depuis leur domicile. Et tout cela a un grand impact sur le collectif. Ce webinaire, nous l'avons articulé autour de 3 grandes convictions que nous avons. Et aujourd'hui, Lana et moi, je peux vous l'assurer, nous pensons que c'est vraiment une opportunité, la crise que nous sommes en train de vivre. Donc nous ne sommes pas d'éternelles positives. Les constats et les convictions que nous avons sont les suivantes. Le premier, c'est qu'il est nécessaire de prendre le temps de réaliser un retour d'expérience pour comprendre les problématiques propres à votre équipe. Le deuxième, c'est qu'il est important de s'arrêter sur le sentiment de proximité réelle et le sentiment de proximité perçu, pour finalement nourrir le sentiment de proximité de vos collaborateurs. La troisième, c'est vraiment qu'il faut vous outiller en tant que manager pour repenser le collectif du travail à distance pour que votre vie professionnelle en soit facilitée et pour devenir le e-leader dont Lana vous expliquera les caractéristiques tout à l'heure. Durant ce webinaire, donc, qui dure 1 heure, on aura 45 minutes sur ces 3 parties et à la fin, nous répondrons pendant les dernières minutes à vos questions. Vous pouvez, tout au long du webinaire, poser vos questions sur la partie droite dans l'onglet à cet effet et un modérateur côté Hector se chargera de collecter vos questions et nous fera un maximum pour y répondre à toutes en live. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Lana, pourquoi il est important de se faire ce retour d'expérience aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, chez Hector, nous avons l'intime conviction, et c'est ce qui nous drive dans chacune de nos missions, que même si peu tangible, la dimension humaine impacte considérablement la performance des entreprises et donc de l'équipe. En effet, au quotidien, nous avons la possibilité d'observer assez facilement notre organisation et nos modes de fonctionnement, nos processus et leur efficacité, ou bien même nos outils. Mais la dimension psychologique, et nous en sommes persuadés, impacte directement votre organisation, mais avant tout votre productivité et votre efficacité. Donc, dans notre contexte aujourd'hui, il s'agit d'aller regarder finalement la face cachée de l'iceberg que vous voyez sur le support pour mieux comprendre la dynamique qui anime vos équipes et vos collaborateurs et donc d'aller regarder vos modes de management à distance depuis 1 an, la prise de décision et vos dynamiques de leadership, vos nouveaux modes de travail ou encore le ressenti de vos collaborateurs.
Nous pensons donc qu'avant d'ajuster vos méthodes de management, et Laure, en troisième partie, vous donnera des éléments assez concrets, il peut être intéressant de réaliser un état des lieux par l'exercice du retour d'expérience, du ressenti de vos équipes et du vécu de la crise. Alors, pourquoi nous pensons qu'il est important de prendre le temps du retour d'expérience? Nous avons trois grandes convictions. La première, c'est de prendre le temps et le recul nécessaire pour tirer tous les enseignements de la crise. La deuxième, c'est de creuser les problématiques qui sont propres à votre équipe et de mettre des mots sur vos intuitions à vous en tant que manager. Et la troisième, c'est de maîtriser les risques qui pèsent sur les collaborateurs qui découlent des nouveaux modes de travail. Donc, si on s'intéresse à notre première conviction, chez Hector, on en est persuadé et on l'a vu, la crise est un révélateur. Son caractère extrême nous permet de voir ce que nous ne voyons plus au quotidien. Et puisque la crise aujourd'hui s'inscrit dans la durée, nous pouvons déjà en tirer des enseignements nécessaires pour mieux la gérer au quotidien, tout en redonnant du souffle à l'équipe. Et donc, 1 an plus tard, et année durant laquelle vous avez mis en place de nouvelles pratiques managériales, et souvent dans une dynamique d'adaptation très rapide et donc parfois dans l'urgence, l'exercice du retour d'expérience représente vraiment une opportunité de se poser les bonnes questions et d'interroger, et je dirais même d'évaluer ces pratiques managériales auprès de vous, mais aussi auprès de vos équipes. Notre deuxième conviction, c'est que vous, en tant que manager, vous voyez énormément de choses. Vous percevez beaucoup de signaux faibles autour de vous. Nous le voyons d'ailleurs tous les jours auprès de nos clients qui nous expriment que leurs équipes sont fatiguées, que le collectif est fragilisé, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, et c'est tout à fait légitime, vous êtes entièrement accaparé à relancer l'activité. Donc ce moment de retour d'expérience, ce temps que vous allez vous donner, que vous allez accorder à votre équipe, va vous permettre de comprendre à une maille plus fine le ressenti et le vécu de la crise par vos équipes pour comprendre et pour avoir une vision quand même vraiment, je dirais, plus concrète et sur mesure des fractures que le télétravail soit à créer, soit à faire sortir. Pour la troisième conviction, il s'agit ici de maîtriser les potentiels risques psychosociaux qui pèsent sur vos collaborateurs, toujours en s'arrêtant sur leurs ressentis. Ceci vous permettra toujours de mieux les comprendre pour agir derrière avec efficacité et empathie. S'intéresser à leurs ressentis, se fera au travers d'échanges individuels durant lesquels ils pourront ventiler et donc se libérer d'une potentielle charge émotionnelle. En effet, la ventilation, c'est le principe d'évacuer oralement ce qu'on ressent. Donc, dans notre cas, il pourra s'agir pour un collaborateur d'évacuer un stress ou une mauvaise situation de travail au domicile ou autre. Donc, en fait, ces moments d'écoute, ils sont très précieux pour vos collaborateurs puisqu'ils représentent la première étape de cette démarche de retour d'expérience qui permettra d'évaluer la qualité de vie au travail de vos équipes et d'identifier très rapidement des axes d'amélioration à mettre en place. Nous souhaitions, durant ce webinaire, nous arrêter quelques instants sur les risques psychosociaux de vos collaborateurs, ce qui pèse sur les collaborateurs. Alors, je vous rassure, le but ici n'est pas de vous faire peur, mais il est important d'évoquer ce sujet puisque ces risques sont réels. Le travail à distance a clairement redistribué les cartes des conditions de travail et expose toujours vos équipes à de nouveaux risques. Donc, pour rappel, les risques psychosociaux sont le stress, les violences au travail. Attention, on peut ressentir de la violence au travail au travers d'un mail, ça peut aller très vite. Il y a le harcèlement moral, les addictions au travail avec des phénomènes de surengagement, qu'on a beaucoup vu, je pense, ces derniers mois, et plus globalement, les souffrances au travail, donc tout ce qui va être burn-out ou détresse psychologique. Et l'Institut national de recherche et de sécurité au travail nous indique d'ailleurs qu'il y a 5 points auxquels il faut prêter attention dans un contexte de télétravail, puisqu'ils peuvent être eux-mêmes générateurs de risques psychosociaux. Donc le premier, ça va être l'environnement de travail de votre équipe, de votre collaborateur, les outils et les ressources qu'il aura à sa disposition, son autonomie et sa charge de travail, sa relation avec le manager, puis plus globalement, le collectif de travail. Donc, pour comprendre ce qui est générateur de risques psychosociaux, regardons ensemble leurs indicateurs. Dans un premier temps, vous avez tout ce qui est urgence du travail. Donc là, on va y associer la quantité de travail, la pression temporelle, la complexité du travail. Et puis, ce qu'on a plus que vu toute cette année, c'est finalement la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle en étant en télétravail.
Donc, ça peut clairement engendrer du stress. Et d'ailleurs, en psychologie du travail, on reconnaît aussi un syndrome qui s'appelle le syndrome de surengagement au travail. Donc, il faut être attentif à ces signaux-là. On y associe les exigences émotionnelles. Pendant 1 an, on s'est tous, et du mieux qu'on pouvait, suradapter à notre environnement, qui est un environnement hyper ambigu. Et ça, clairement, ça peut aussi créer de l'épuisement émotionnel et donc du stress, de l'anxiété et par logique, baisse de performance de votre équipe. Nos rapports sociaux et nos relations au travail ont été aussi altérés, donc on est beaucoup plus isolé, le collectif a baissé, potentiellement le leadership s'est un peu détérioré, il y a une perte de clarté des rôles et donc de coordination. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que certains managers, par finalement perte de repères, perte d'habitude, ont pu manager avec un degré de contrôle un peu plus important, ce qui a pu entraîner la perte d'autonomie et de marge de manœuvre de votre collaborateur. Et enfin, un des derniers indicateurs, et ça c'est inhérent à notre période, c'est le sentiment d'insécurité de l'emploi qui va peser sur chacun d'entre nous finalement. Donc finalement, pourquoi l'exercice du retour d'expérience? L'exercice du retour d'expérience est un exercice qui est structuré, rapide et collectif et qui permet à une organisation de revisiter une expérience passée, d'en tirer des enseignements sur elle-même et surtout d'établir des priorités et des plans d'action. En 2-3 semaines, donc de façon très rapide, vous pouvez avoir un diagnostic qui soit complet avec un plan d'action concret et rapide à mettre en place. D'ailleurs, pour l'illustrer, à titre d'exemple, depuis l'été dernier, nous avons pu réaliser plusieurs retours d'expérience, ces exercices-là, chez des clients au sein de grands groupes. Et nous avons réalisé à la fois des constats et traité les problématiques que nous avions pu voir au travers de cet exercice. Le premier constat qu'on a fait, et ça, je vous assure qu'on y croit, en tout cas, on essaie de vous convaincre aujourd'hui en vous expliquant tout cela, c'est quand un manager demande à ce qu'un retour d'expérience soit réalisé au sein de son équipe, cela montre aux collaborateurs de son équipe que leur manager s'intéresse à eux. Et ça, c'est essentiel en ce moment. Ensuite, le deuxième point, c'est que la communication, aujourd'hui, elle n'est pas toujours adaptée à ce qu'on traverse. Dans les moments de crise, la parole du chef est très, très attendue. Donc, il est important de surcommuniquer, et je reviendrai sur ce principe de surcommunication plus tard dans la troisième partie. L'autre chose qu'on a vue, c'est que parfois, il y a des pratiques managériales hétérogènes. Le management est essentiel, à la fois son N+1 et à la fois le top management. Tous ces gens, tout ça, les gens doivent s'intéresser aux collaborateurs des équipes, car ces collaborateurs, comme l'a dit Lana, ils sont surengagés et fatigués. Donc, il est important de les remercier et de leur témoigner la reconnaissance dont ils ont besoin. Ici, le message clé que j'aimerais vous faire passer à l'issue de cette première partie, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter pour mieux comprendre. Nous conclurons ici en disant qu'il est essentiel de tirer au plus vite des leçons pragmatiques et instructives de cette période afin de mieux comprendre le vécu et l'expérience des collaborateurs pour derrière pouvoir maîtriser les impacts sur leur engagement et leur collectif. Il s'agissait là de la première partie sur la nécessité de réaliser un retour d'expérience. Avant de rentrer dans le détail des pratiques managériales et de ce que vous pouvez mettre en place, il est important de s'arrêter sur le sentiment de proximité. Lana, peux-tu nous en dire plus? Oui, tout à fait, Laure. Alors, c'est vrai que le sentiment de proximité est une notion très intéressante. Il serait tentant de penser que puisque nous sommes tous à distance, nous ne pouvons pas nourrir cette proximité. C'est vrai, pourquoi pas? Eh bien, c'est le sujet sur lequel s'est penchée une étude très intéressante issue de la revue interdisciplinaire Management Hommes et Entreprises que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui sur comment nourrir le sentiment de proximité chez une équipe dispersée par le télétravail. Donc, il existe 2 types de proximité. La proximité qu'on va appeler réelle ou objective, qui se réfère tout simplement à la distance objective et physique à laquelle on est de quelqu'un. Donc aujourd'hui, je suis proche de Laure, mais on respecte évidemment les mesures barrières. Et donc là, je vous apprends bien, cette proximité, elle est forcément altérée par le télétravail puisqu'on est tous objectivement distants. Et il existe la proximité perçue. Et c'est celle-ci qui va venir nous intéresser aujourd'hui. Elle se réfère à la perception, donc par une personne, de la proximité ou de la distance qu'elle va avoir avec une autre personne.
Donc, plus simplement, c'est finalement est-ce que je me sens proche d'une personne. Donc l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est qu'on a beau être assis à côté tous les jours de l'année à côté d'un collègue, donc être proche physiquement, mais finalement ne pas se sentir proche de lui parce qu'on ne se reconnaît pas en lui ou autre. Et inversement, se sentir beaucoup plus proche d'une collègue qu'on va beaucoup moins voir, mais avec qui on a ce sentiment de proximité. Donc le sentiment de proximité perçu expliquerait donc comment des télétravailleurs peuvent nourrir un sentiment de proximité même en étant dispersés. Et j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle. Donc, la proximité perçue se compose de 2 éléments. Le premier qui va nous intéresser, c'est l'identité partagée. Donc ici, ça se réfère au processus d'auto-catégorisation. Donc, je vais le dire plus simplement, c'est finalement la capacité d'une personne à se reconnaître comme faisant partie d'un groupe. Donc moi, Lana, je me reconnais comme faisant partie du groupe Hector. Par exemple, en télétravail, il se traduit par un sentiment d'appartenance fort entre les membres de l'équipe dispersés. Le sentiment d'appartenance à un groupe tourne autour de 2 mécanismes. Le premier, c'est finalement celui d'apprendre à se comprendre mutuellement, à partager des expériences communes, se trouver des points communs, tout en se projetant pour l'autre. C'est ce qui conduit à une identification, c'est ce qui fait qu'on va s'identifier à un groupe social donné, à un collectif, et qui va faire à un moment donné qu'on va parler en nous et non pas en je. Et puis faire partie d'un groupe, c'est aussi pouvoir sous-tendre à des attributions positives entre membres de ce même groupe lorsque, à distance, les attitudes et les comportements envers l'autre ne sont pas visibles. Aujourd'hui, nous n'avons plus de communication non verbale. Donc, ce sont ces attributions positives qui vont conforter le lien psychologique entre ces 2 personnes. Donc, quand je n'ai plus moyen de voir la personne, parce que je sais qu'on appartient au même groupe, je vais plus facilement lui attribuer des pensées positives. Pour illustrer ce principe d'identité partagée, encore une fois, pour vous être plus concret, pour que vous soyez sûr de nos convictions, un exemple positif, quand l'identité partagée est forte, l'équipe se définit bien comme une tribu qui partage une identité commune, créée tout ça par le leadership qui permet un fort sentiment d'appartenance à ce groupe. Là, il y a énormément de littérature sur ce sujet, mais effectivement, créer une tribu, ça renforce l'identité partagée. À l'inverse, ce qu'on peut rencontrer dans une équipe avec une identité partagée plus faible, l'usage du nous est beaucoup moins fréquent. Les individus coexistent individuellement dans une équipe, mais finalement, chacun devient un petit peu prestataire de service plutôt que membre d'une équipe de travail. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui vont communiquer en disant « je » et le « nous » est vraiment laissé de côté. Donc, deuxième élément qui vient nourrir la proximité perçue, et là, bon, je ne vous apprendrai rien, c'est la communication, si importante. Donc, la communication, c'est finalement de se dire, bon, bah, ok, une fois que je sais que j'appartiens à ce groupe, comme je me reconnais appartenir à ce groupe, c'est de se dire, mais comment ce groupe vit? Quelle est sa dynamique? Donc ici, ça se réfère à la fréquence, à l'intensité, à l'interaction, c'est-à-dire que j'ai des échanges et ils sont réciproques, et à la transparence des informations que je vais partager. Donc bien sûr, c'est la fréquence qui va compter, mais aussi beaucoup la qualité de la communication. Et donc là, ça va vraiment augmenter le sentiment de proximité. Ça va notamment permettre de pallier 3 risques de déproximité par manque ou mauvaise communication. Le premier, c'est, si manque de communication, le premier risque consiste en l'isolement du télétravail. On va se sentir isolé, beaucoup plus seul. Le second risque concerne l'appauvrissement des échanges distants, notamment par la quasi-inexistence de la communication non verbale. À l'époque, on pouvait croiser un collègue dans le couloir, se faire un petit coucou, un petit sourire, et puis c'était finalement, ça faisait passer le message correctement. Donc d'ailleurs, je me permets la parenthèse, d'où l'importance de la caméra dans les réunions à distance. Mais Laure rentrera dans le sujet beaucoup plus en détail dans la 3e partie. Et le 3e risque, c'est que c'est vraiment lié là ici à la qualité de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est inondé de chats, de mails, etc. Mais derrière, il y a un risque de mauvaise interprétation des messages. Donc, ça peut être source de confusion ou alors carrément de danger managérial. Donc, vraiment, pour pallier ces 3 risques, la communication doit être organisée et j'insiste encore, de qualité. On n'est pas sur de la fréquence, on est sur de la fréquence et de la qualité. Effectivement, en termes de communication, on peut voir des communications, des nouveaux usages, des nouvelles choses qui vont être très positives. La mise en place de certains nouveaux usages de communication, tels que des nouveaux rituels, des moments de convivialité, des usages particuliers de technologies d'information et de communication. Là aussi, avec des règles qui doivent être mises en place, mais chacun
participe finalement à la création de ces moments de communication de qualité. Vraiment, on a tout le monde qui est proactif et on est dans un cadre bien défini en amont. À l'inverse, ce qu'on peut également rencontrer en ce moment dans les équipes, c'est une baisse de la fréquence et de l'intensité communicationnelle à distance. Et tout cela, en baissant l'intensité et la fréquence, ça va générer des risques de déproximité et on le constate un petit peu partout, quelle que soit la taille des équipes. Donc c'est pour ça que la communication, on se permet de la remettre au centre assez régulièrement dans ce webinaire parce que c'est essentiel en ce moment. Exactement. Donc, pour conclure, les résultats mettent en évidence que le management d'une équipe dispersée, c'est un processus. Un processus qui repose d'abord sur une dynamique d'identification collective, donc de sentiment d'appartenance, qui est nourri lui-même par une communication, je le redis, régulière et de qualité. Et tout cela, vous vous en doutez bien, repose sur la mise en œuvre du manager qui, à distance, devient un e-leader, un e-manager. En effet, le sentiment de proximité perçu est très sensible au style managérial. Et le e-leader joue un rôle majeur pour co-construire avec l'équipe des objectifs clairs, pour créer de nouvelles routines, de nouveaux rituels organisationnels. Pour vous donner quelques caractéristiques de ce e-leader, de ce manager à distance, il est lui-même télétravailleur, ce qui lui permet aussi d'avoir une vision, je dirais, très flexible de l'organisation du travail, de pouvoir manager, c'est important, avec un faible degré de contrôle en basant ses relations sur la confiance. Et puis là, je vous invite à repenser à notre première partie. Il se remet en question, il s'interroge régulièrement, donc il repense ses méthodes de management à distance. Parce qu'en effet, et voilà, encore une fois, je vous rassure, manager à distance, c'est compliqué, c'est difficile. Donc ça peut impliquer de changer de style de leadership, de repenser les fondations de son positionnement de manager. Oui, aujourd'hui, le manager a un rôle central, parce qu'à distance, il est une figure clé. Donc il peut se positionner au centre de l'équipe, tout en plaçant la qualité de vie au travail de ses collaborateurs comme une priorité. Donc ça peut aussi opérer un changement culturel au point de vue de l'équipe en termes de posture managériale, en remettant par exemple la confiance au centre des relations, qu'elles soient ascendantes, descendantes, transverses. Le manager aussi doit valoriser la compétence de ses collaborateurs et toujours de positionner l'intégrité au fondement de la relation à distance. Et pour finir, mais je pense que c'est très important, le e-leader co-construit avec son équipe l'identité souhaitée, malgré la distance. Et donc pour cela, il va tenir compte des propositions de ses collaborateurs qui se positionnent dans ce contexte comme des copilotes du management. Et donc, il va reconnaître leurs suggestions d'amélioration, pourquoi pas organisationnelle. Dans une première partie, on a compris ensemble l'importance du retour d'expérience pour comprendre notre point de départ et voir sur quels éléments il fallait potentiellement opérer un changement. Dans une seconde partie, on est ravis, on a compris que malgré la distance, on pouvait toujours nourrir un sentiment de proximité et se sentir proches les uns les autres. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Laure qui va nous donner des outils concrets pour repenser ces méthodes de management à distance et donc devenir, je l'espère, le e-manager de demain. Donc, dans cette troisième partie, c'est vraiment pour vous outiller et vous aider à y voir plus clair dans l'univers que nous traversons. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on a mis en place énormément de choses depuis un an. Tout le monde professionnel, tout l'environnement professionnel s'est adapté. La crise du Covid nous a tous surpris, mais en même temps, on a vécu plusieurs phases. La première, en mars-avril 2020, on s'est tous dit, il y a le monde d'avant, il y aura le monde d'après. Dans un deuxième temps, au cours de l'année 2020, on s'est dit, c'est juste une parenthèse, le monde d'avant va revenir. Et aujourd'hui, maintenant qu'on vient de fêter l'anniversaire de la crise sanitaire que nous rencontrons, on est plutôt dans une logique du vivant avec. Donc les managers en ont pris conscience. On ne s'adapte pas temporairement, mais c'est bel et bien en train de s'installer. Alors, l'avantage, et il est majeur aujourd'hui, c'est qu'on a une courbe d'expérience énorme. Il y a peu de gens qui ont une courbe d'expérience d'un an pour se reposer les bonnes questions au bon moment. Mais finalement, aujourd'hui, beaucoup de choses sont dépassées au bout d'un an. Il est donc intéressant de se re-questionner, puisque le télétravail et l'hybridation, c'est vraiment une réalité. Donc, pourquoi nous faisons certaines choses? Nous avons mis en place des cafés virtuels depuis un an. Mais qu'est-ce que j'attends vraiment de ce moment, de ce café virtuel, en tant que manager ou en tant que collaborateur? Le rôle du manager d'équipe, il est essentiel.
C'est lui qui va mettre en place ces moments importants pour son équipe. Alors le manager, il n'est pas tout seul, et puis je reviendrai encore vous donner quand même d'autres choses par la suite, mais le manager, il a ses collaborateurs et il a également à sa disposition tout un arsenal d'outils. Des outils avec des objectifs très différents. Des outils pour travailler, des outils pour créer du lien, et également des outils pour favoriser les relations interpersonnelles au sein de son équipe. Le manager, entendez-le bien, il devient l'animateur en chef de son équipe. Donc, il rajoute une vraie corde à son arc et une sacrée corde. Je vous l'assure, on n'oblige aujourd'hui personne à mettre en place des cafés virtuels. Je prends cet exemple à dessein, vous comprendrez tout à l'heure. Mais en même temps, ça marche très bien. Donc, il faut s'y intéresser. Quand c'est bien fait, ça marche très bien. Donc, il faut vraiment comprendre les fondements et les bases de ce moment. Finalement, la crise, ça a un effet grossissant majeur qui a tendance à tout tirer vers le bas. Je vous prends un exemple. Les personnes qui étaient les très bons managers d'avant cette crise sont aujourd'hui des bons managers. Donc, vous êtes passé de très bons à bons. Les personnes qui étaient des communicants corrects vont devenir des communicants moyens à distance. L'important, c'est vraiment qu'il faut que vous vous disiez qu'on descend tous d'un cran dû à cette crise. Pour pallier à cet effet grossissant, il est important de surcommuniquer en temps de crise, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif. J'ai tendance à dire que la pédagogie passe par la répétition, mais j'y crois encore plus en temps de crise que d'habitude. D'ailleurs, depuis 1 an, quand on parle de communication, on le voit très bien. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été des nouvelles façons de faire pour favoriser la communication dans l'équipe, pour avoir plus de transparence. Tout n'est pas négatif. Vous avez forcément dans votre esprit des choses que vous trouvez plus positives par rapport à ce qu'on faisait avant mars 2020. En temps de crise, quand on manage une équipe qui est dispersée ou à distance, on a finalement la communication qu'on a en tant que manager, elle vise à atteindre 4 objectifs qui permettent de renforcer ce sentiment d'appartenance qui nous anime tant aujourd'hui. Le premier objectif, c'est développer les talents et faire grandir ses collaborateurs en autonomie. Ça, on comprend aisément ce que ça veut dire. Le deuxième, c'est vraiment donner du sens et relier à l'organisation. En tant que collaborateur, je travaille chaque jour sur un périmètre qui m'est donné, mais quel est le sens global pour l'entreprise de ce que je fais? Et ça, c'est essentiel. Le troisième, c'est la mutualisation des savoirs et la création d'un esprit d'équipe. Et le quatrième, qu'on a vu apparaître et dont on parle aussi beaucoup en ce moment, c'est de briser la solitude et créer du lien. Donc vraiment, quand on manage une équipe à distance, vous devez garder en tête ces 4 objectifs au travers de la communication que vous allez établir. Alors, on va essayer de vous donner les recettes miracles qu'on a vues. Alors, on n'est pas tout seul, on a regardé pas mal de résultats de recherche et puis ce qui a pu être fait d'un point de vue scientifique. Mais quand on prend ces 4 objectifs, on peut positionner en face un moment clé de management. Si vous prenez le premier, pour développer les talents et faire gagner vos collaborateurs en autonomie, je peux mettre en face la réunion qui s'appelle la bilatérale, le one-to-one pour ceux qui ont l'habitude de l'appeler ainsi. Ce moment-là, il va vous permettre de valider la courbe d'apprentissage de vos collaborateurs et de travailler sur les leviers de reconnaissance. Donc là, je vous donne vraiment les objectifs à chaque fois de chacune de ces réunions. Pour donner du sens et mutualiser les savoirs, là, on va être plus sur tout ce qui est réunion d'équipe. Donc le manager et ses N-1, ses collaborateurs, et plus largement, tout ce qui est all staff meeting. Donc là, quand on est vraiment le top management qui veut s'exprimer auprès de toutes les équipes qu'il a en dessous, quand on veut redonner du sens et de la perspective à toutes les équipes en même temps. Ce moment-là, qu'il soit donc réunion d'équipe ou all staff meeting, il va vous permettre de communiquer de façon transparente, de repositionner les rôles de façon explicite et partagée, et de nourrir le sentiment de communauté et de tribu. Alors vous allez vous dire que c'est peut-être une liste à l'après-vert, mais finalement, en temps de crise, c'est essentiel de bien garder ces objectifs dans votre esprit. Pour le quatrième, qui est briser la solitude, là, ce sont plus ces moments informels qui vont répondre à cet objectif-là. Donc, c'est le café virtuel. C'est pour créer des rites, des liens informels, des repères symboliques pour cette tribu dont on a parlé juste avant, et des moments de convivialité, mais tout en étant sensible aux signaux faibles. Il y a un réel objectif à ces moments informels. Et j'y reviendrai dans le détail. Donc, je vous le redis, 3 grands moments.
et il faut effectivement garder ces 3 moments en tête, la réunion bilatérale, la réunion d'équipe et le café virtuel. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, bah, très bien, mais finalement, comment on s'y prend? La réunion bilatérale. Là, on ne réinvente rien. Mais aujourd'hui, c'est essentiel que ces réunions aient bien lieu, alors il faut s'y intéresser. Lors de ces réunions bilatérales, donc je suis en face d'un de mes collaborateurs que je manage, en tant que manager, je vais capter énormément de choses au travers de ces réunions. Ce moment va me permettre de comprendre la situation que vit chacun de mes collaborateurs. Et ainsi, je vais pouvoir capter les signaux faibles. Les signaux faibles tels que la fatigue, la solitude. C'est tout ce qu'a cité Lana au début de ce webinaire. Ces signaux faibles ne ressortiront jamais en réunion d'équipe. Je défie quiconque de me dire qu'un jour, lors d'un tour de table avec 10 personnes, que ce soit en physique ou en distanciel, quelqu'un ait levé la main pour dire « je suis en détresse psychologique ». Je pense que vous n'y arriverez pas en réunion d'équipe. Donc la réunion bilatérale, elle ne doit pas servir qu'à ça, mais en tout cas, c'est cette réunion qui arrivera à vous faire capter les signaux faibles. On vous rappelle que le télétravail est une expérience très individuelle. Il y a finalement autant de possibilités qu'il n'y a d'individus, puisque est-ce que vous avez des enfants ou pas d'enfants? Est-ce que ces enfants sont en bas âge ou pas en bas âge? Est-ce que vous avez une pièce pour travailler, une pièce séparée ou non? Est-ce que vous êtes 2 dans votre foyer en télétravail ou est-ce que vous êtes seul? Vous le voyez, il y a énormément de combinaisons possibles. Donc le manager doit prendre en compte la situation de chacun. Je ne dis pas qu'il doit avoir une baguette magique parce que toutes les situations, aucune ne se ressemble. Mais quand même, quand il aura compris et qu'il aura en tête ses difficultés et ses spécificités, il pourra finalement mieux comprendre et capter les risques psychosociaux. Aujourd'hui, et depuis quelque temps, on a tous à faire face à une grande injonction contradictoire que je veux partager avec vous, qui est « fais ce que tu veux ». Bon, bah, sous-entendu, organise-toi. Mais en même temps, fais ce que je te dis. Donc la réunion de demain matin à 9h, tu dois y être. D'où la nécessité de comprendre les contraintes de chacun. Puisque du coup, si vous ne comprenez pas les contraintes de vos collaborateurs, ben vous ne saurez pas où vous positionnerez des réunions dans tous les sens. Et quelqu'un qui est pris de 9h à 19h non-stop, c'est compliqué. Donc il est important de faire son mieux en tant que manager pour finalement comprendre les contraintes de chacun. Si vous voulez que dans votre équipe, tout le monde soit à fond, enfin en tout cas, au mieux qu'on peut l'être, ben, il faut que tout le monde soit bien dans votre équipe. Quelque chose aussi qu'on a largement vu dans les journées que nous pouvons tous connaître, c'est la capacité ou la possibilité qu'on a de se dire « je peux couper pendant une demi-heure ou 1 heure ». Si j'ai envie, si le déjeuner que j'ai à midi est très important parce qu'il est en famille, si j'ai besoin de me promener dans un parc de 16h à 17h, tous ces moments-là, ben, ils s'organisent. Parce qu'il faut savoir, en tant que collaborateur, qu'on a cette possibilité de couper. Ça ressemble à un sujet individuel, mais il doit être organisé à minima au niveau de l'équipe. Avant, vous aviez quand même des collaborateurs qui se permettaient de descendre en bas des tours ou en bas de vos locaux pour aller faire une pause cigarette ou une pause café. Et finalement, à ce moment-là, ils n'étaient pas joignables. Ben, il faut que ces moments-là soient recréés et qu'on ait cette possibilité de déconnecter, de se sentir libre de pouvoir le faire et de ne pas être stressé avec tous les éventuels outils de connexion que nous avons. Ensuite, l'autre point essentiel de cette réunion, c'est qu'elle doit être régulière et se tenir. En effet, nous attirons votre attention sur le fait que annuler cette réunion a des effets dévastateurs. Parce que pour le collaborateur, quand votre manager vous dit « Ah tiens, la réunion qu'on a à 16h, elle ne se tient pas », ben selon dans quel état d'esprit il est, dans quel niveau de détresse, sa surcharge de travail, ben lui, il avait peut-être mis beaucoup d'espoir dans cette réunion bilatérale avec vous et il voulait échanger avec vous. Donc là, il va se dire « Ah ben tiens, mon manager ne s'intéresse pas à moi ». Donc, il faut vraiment expliquer quand vous l'annulez, pourquoi vous l'annulez. Parce que là aussi, c'est pas si vous vous dites « Tiens, ce collaborateur, ben là, je peux ne pas le voir à 16h puisque je l'ai vu hier en réunion d'équipe et je le vois en atelier demain matin. Donc, c'est bon ». Ben non, c'est pas bon. Parce qu'encore une fois, vous ne direz pas du tout la même chose lors de ces réunions. Et si vous faites, finalement, si vous en faites plus aujourd'hui, si cette réunion, vous avez arrêté de la faire avec la distance parce que vous vous dites on a tout un tas de réunions en compensation, ben nous pensons aujourd'hui qu'il est essentiel de la remettre en place. Donc, je vous l'ai redit, donc là, c'est la réunion bilatérale. Et là, maintenant, on passe à la réunion d'équipe. La réunion d'équipe. La communication, elle est essentielle en temps de crise. Donc ça,
C'est bien, on vous le redit et je pense que vous l'aurez en tête à la fin de ce webinaire et que vous l'avez déjà en tête. Mais cette réunion d'équipe, elle fonctionne, mais elle fonctionne pourquoi? Elle fonctionne si elle est cadrée et animée et tout ça avec beaucoup d'énergie. Alors là, je vous vois tous derrière vos écrans en train de vous dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi, sur mes épaules en tant que manager et c'est un peu fatigant. Effectivement, c'est vrai et je partage ce constat. Mais croyez-nous, c'est dans l'intérêt de tout le monde de mettre toute cette énergie-là pour que ces réunions se passent bien et soient construites de la bonne façon. Parce que si vous mettez cette énergie au sein de vos réunions d'équipe, vous aurez des collaborateurs plus motivés qui atteindront leurs objectifs et votre équipe sera au niveau des attentes fixées par le top management, que ce soit en termes de productivité ou d'efficacité. Donc on est bien sur quelque chose où beaucoup de choses reposent sur vous, mais essayez vraiment de vous poser les bonnes questions, de vous poser calmement et de vous dire quelles sont mes priorités et sur quels sont les moments que j'ai pour bien faire et motiver mes équipes. Alors là aussi, des règles sont à mettre en place sur plusieurs aspects. À distance, tout a été un petit peu chamboulé, donc il faut adapter le format, la durée et les moyens de communication utilisés. Si on prend la durée, qui est quand même le point le plus fort aujourd'hui. En termes de durée, si vous, en tant que manager d'équipe, et vous managez 8 personnes, si vous vous dites que la réunion d'équipe elle dure 1h30, vous pouvez être sûr que les gens adorent qu'on partage des informations avec eux, mais que pendant cette heure et demie, je pense que vous aurez des collaborateurs qui, à un moment, auront mis sur mute ou auront coupé la caméra et seront en train de faire autre chose chez eux ou ailleurs. Donc, pour garder l'attention des personnes pendant un moment, surtout à distance et surtout dans le côté de sursollicitation dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, il est important de prévoir des choses plus courtes. Ensuite, je le disais aussi également tout à l'heure, il faut pas que ce soit que quelque chose de descendant, un peu barbant d'écouter toujours son manager pendant 3 quarts d'heure de façon descendante, on prend l'info, on est un peu écrasé sous le poids de cette information et finalement, on n'attend rien de ma part en tant que collaborateur. Justement, pour éviter ce côté juste descendant, premier point essentiel aujourd'hui, c'est d'utiliser un chat. Donc là, ça peut être pour favoriser tout ce qu'on appellera la communication active des collaborateurs. Vous pouvez aussi prévoir un animateur. Donc là, si vous êtes 8 dans votre équipe, vous aurez peut-être un animateur une semaine, un autre animateur. Comme ça, vous allez engager vos collaborateurs. Et finalement, un chat bien utilisé peut rendre une réunion beaucoup plus vivante. Le présentateur peut rebondir en live. Si là, en tant que manager, je suis en train de m'exprimer sur un sujet et qu'en fait, dans le chat, il y a beaucoup de questions sur le thème que je suis en train d'évoquer, en fait, ce présentateur pourra me dire « Ah, tiens, est-ce que tu peux compléter ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de questions dans l'équipe sur ce sujet-là ». Donc là, vraiment, tout le monde va pouvoir s'exprimer et c'est plus agréable que finalement ce qu'on connaissait avant dans une salle de réunion ou un amphithéâtre pour tout ce qui est all staff meeting où on avait une communication très descendante et puis après, quelqu'un qui se baladait avec un micro les dernières 10 minutes pour dire « Est-ce que quelqu'un a des questions ?» Non, là, tout est vraiment en live. On peut également aussi avoir une combinaison, une utilisation croisée d'outils. Ce qu'on voit beaucoup, c'est réaliser des visios, par exemple sur Teams, Webex ou Skype entreprise, et puis également utiliser en parallèle Klaxoon. Klaxoon est un outil qu'on utilise énormément à la fois chez Hector, pour nous, entre nous et notre manière de faire, mais également chez nos clients, et vous êtes nombreux à l'avoir. Et ça, cette combinaison est très intéressante, puisque finalement, je ne suis plus dans de la communication descendante, mais bien dans je vous donne de l'information et en même temps, vous m'en remontez. Les managers ont aussi envie d'avoir de l'information. Donc, cette utilisation combinée d'un outil de visio et d'un outil de sondage un peu klaxoon peut être très, très intéressante. Prévoir un animateur, je l'ai dit tout à l'heure, qui pourra avoir un rôle de modérateur également. Et un autre point qui est essentiel, c'est varier les voix. Aujourd'hui, Lana ou moi, on aurait pu finalement faire ce webinaire toute seule. On maîtrise ce sujet-là. Mais en même temps, nous écouter 45 minutes l'une ou l'autre, même si on met beaucoup d'énergie dans le ton ou dans la manière de faire, vous auriez décroché. Et comme on ne veut pas que vous décrochiez, on a varié un petit peu les tons, varié les voix. Donc la réunion d'équipe, à des moments, quand vous avez gagné une affaire, un projet qui s'est bien déroulé, vous pouvez peut-être faire un focus sur ce projet-là. Et c'est pas vous qui allez en parler, c'est un de vos collaborateurs. Et ça, c'est vraiment une grande réussite.
Un autre petit tips à la Hector, c'est prévoir des surprises. Lors de ces réunions, effectivement, vous pouvez avoir un ordre du jour prévu en avance, mais prévoir une surprise à la fin, c'est toujours agréable. Alors les surprises, c'est pas besoin d'être très innovant là-dessus. Ça peut être un thème qui n'était pas prévu d'être abordé, quelque chose qui n'a pas forcément un lien direct avec votre business, la mise en place d'un concours, n'importe quoi, mais qui fait que le collaborateur, il saura qu'en fait, dans les réunions d'équipe, il y a toujours une surprise. Donc en fait, tous les collaborateurs, ils se diront « Attends, je sais qu'il y a une surprise et je veux la découvrir en live, cette surprise. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre me la raconte dans la visio la semaine prochaine. Non, je veux la connaître. » Et donc, ils auront tendance, grâce à cet effet de teasing, à vouloir vraiment assister à ces réunions. Une fois qu'on a finalement revu ce format, cette durée, ce contenu, les moyens de communication à utiliser et l'utilisation croisée d'outils, ce qui est important encore plus aujourd'hui, en ce 6 mai 2021, c'est de s'intéresser au format hybride. Format hybride, je vous le rappelle, c'est quand j'ai des gens qui sont à la fois sur place au bureau et également à distance depuis chez eux. Ce format hybride, il est extrêmement intéressant et donc on va y aller progressivement, pas à pas, suite au déconfinement professionnel qu'on rencontrera. Mais là, finalement, quand vous êtes du coup une équipe de 8 personnes et que vous avez 7 personnes qui sont présentes au bureau, finalement, la personne qui n'est pas connectée, vous allez peut-être oublier de lancer le call ou la visio. Alors qu'en fait, dans une réunion d'équipe, ce qui est important, c'est que chacun puisse prendre un temps de parole qui lui est dû. Donc, si vous oubliez quelqu'un pendant le premier quart d'heure, c'est extrêmement désagréable pour celui qui est oublié, mais de deux, cette personne n'aura pas entendu les premières infos échangées et en plus, elle se sentira un peu lésée par rapport aux autres. Donc, ce format hybride, encore une fois, là, on a l'impression que on s'est beaucoup adapté et qu'en fait, maintenant, on fait bien, mais le format hybride va vous demander, encore une fois, de vous réadapter et de voir comment faire pour que tout se passe bien. De la même façon que si vous organisez un séminaire à distance sous format hybride, il faut prévoir que la personne qui est, je ne sais pas, à New York ait la même probabilité de prise de parole que ceux qui sont depuis Paris. Donc, vraiment, réfléchissez à tout ça. Là aussi, sur cette réunion d'équipe, ce qui est essentiel, c'est la régularité. Ça, vous n'y passerez pas. Si vous commencez à faire des réunions d'équipe hebdomadaires et que d'un coup, vous oubliez de la faire une semaine, 2 semaines et que ça dérape, c'est un échec. Donc, n'oubliez pas que la régularité fait que cette réunion sera aussi une réussite. On a fait la réunion bilatérale, la réunion d'équipe, et je vous laisserai poser vos questions tout à l'heure. Enfin, en tout cas, on y répondra. Là, vous pouvez toujours les poser. On passe au moment informel tel que le café virtuel. Alors, le café virtuel, ça me fait toujours un petit peu sourire, puisque quand on en parle, c'est un petit peu qualifié de la fausse bonne idée du premier confinement. Parce que c'est vrai qu'on en a tous fait très vite, pour garder le lien. On s'est dit en mars, c'est parti, on bloque des plages horaires, on se connecte, voilà, on se parle, on garde ce lien, qui était essentiel et la manière de faire a été sûrement la bonne dans les premières semaines. En revanche, pour ceux qui l'ont conservé, on voit bien aujourd'hui que les collaborateurs, en fait, on enchaîne les réunions, on a moins envie de se connecter et de voir son collègue avec une tasse à café. Mais finalement, il faut le faire car il est essentiel et que vous captez encore d'autres choses et que c'est d'autres leviers chez les collaborateurs qui vont être activés. Donc le café virtuel, c'est un acte de management collectif qui doit être lui aussi construit. Donc il doit être construit en termes d'horaire, de fréquence, de contenu. Tout doit être adapté. N'oubliez toujours pas qu'à distance, vraiment, tout doit être de très grande qualité. N'oubliez pas l'effet grossissant qui nous tire tous vers le bas. Donc c'est un moment réfléchi, qui est pensé en amont, et il faut y aller avec une démarche. Là, vous allez me dire, encore un truc à cadrer. Oui, c'est un moment informel à cadrer pour que vous soyez sûr que les objectifs soient atteints. Si vous êtes avec votre équipe en café virtuel, il faut là aussi prévoir que les gens s'expriment de façon un petit peu, je ne vous demande pas d'avoir un chronomètre comme pour un débat politique, mais il faut laisser la place pour que tout le monde puisse s'exprimer. Si jamais en tant que manager, vous avez plusieurs collaborateurs en face de vous et que à la première question qui vous est posée, sur un sujet d'actualité, business ou n'importe lequel, si vous mettez 40 minutes, si vous passez 40 minutes sur la première question qui vous est posée sur un moment d'1 heure, vous pouvez être sûr que normalement le temps de parole de chacun ne sera pas exactement le même. Donc en tout cas, le nombre de sujets abordés sera plus pauvre puisque vous aurez passé quasiment les 3 quarts du temps à parler d'un sujet. Le café virtuel,
il est un moment clé également pour une autre chose qui est remercier les collaborateurs que vous avez dans votre équipe. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'un gros dossier, une grosse opération qui a été bouclée récemment, la semaine dernière ou 2 jours avant. Remercier les gens. Alors en bilatéral, ça a beaucoup d'effets et il faut que vous le fassiez. Hein. Ne l'oubliez pas, il ne faut pas placer les remerciements qu'à un seul endroit. Mais remercier les gens qui sont présents à ce café virtuel, voire même ceux qui sont absents du café virtuel, c'est essentiel. Vous allez me dire, mais pourquoi remercier les gens absents? Parce qu'en réalité, quand vous êtes absent de ce moment-là, quand le manager va dire vraiment bravo à tel collaborateur pour ce qu'il a fait, c'était une super opération qu'il a fait la semaine dernière, vous pouvez être sûr que le collaborateur qui a été remercié, tous les autres vont lui dire. Et il n'y a rien de plus flatteur, et en tout cas qui active cette reconnaissance que de se dire, il m'a remercié devant d'autres, j'étais même pas là, mais il m'a remercié. Donc vous voyez tout ce qui est la puissance de ce remerciement au cours de ce café virtuel. Et là aussi, c'est des choses que nous avons pu tester et qui fonctionnent très bien. Avant de passer à l'outil que nous connaissons tous et que nous partageons avec vous aujourd'hui, la caméra, on aimerait quand même vous redire 2-3 points sur l'existence d'un autre outil qui est très pratique, qui est le téléphone. On a tendance aujourd'hui à, dès qu'on a quelque chose à se dire, à se fixer une réunion dans nos agendas. Bon, ça, admettons, on s'organise. Mais à la faire en visio. Alors parfois, donc on se retrouve avec une visio où il n'y a qu'une personne en face de vous et qui va échanger quelque chose. Mais par pitié, on a encore des téléphones. Et ces téléphones-là, vous pouvez les utiliser normalement sans en avoir plein les yeux quand vous démarrez votre caméra. Et finalement, si vous avez, Lana parlait beaucoup du sentiment de proximité en deuxième partie. Et si vous avez finalement cette chose-là d'avoir une anecdote, un potin, une blague, quelque chose à partager avec un de vos collaborateurs dont vous êtes proche, faites-le. Enfin, ça marche entre collaborateurs, avec les managers, avec tout le monde. Mais faites-le, prenez vos téléphones. Je passe à ce sujet tant attendu qui est l'utilisation de la caméra. Effectivement, c'est essentiel. Et l'usage de la caméra a été très modifié depuis 1 an. Au début du premier confinement, en mars-avril 2020, là, on a été plutôt sur une protection de la bande passante de l'ensemble des entreprises. Effectivement, tout le monde n'était pas habitué, tous les collaborateurs, à distance, ça faisait un peu sauter les serveurs. Donc, on a protégé cette bande passante et tout a été fait en audio. L'audio, c'est aussi quand même un peu fatigant de travailler qu'en audio. Mais finalement, bon, on s'est fixé cette bande-là et ce côté-là, ça a été fait qu'en audio. Ensuite, aujourd'hui, alors là, on est passé en full visio. Hein. Là, c'est tout le monde met sa caméra, on la met tout le temps, du début à la fin de la journée, on est observé. Là aussi, ce qui est important, on le voit, il y a quand même parfois des gens qui vont l'utiliser beaucoup, d'autres pas du tout. Et c'est parfois un peu frustrant quand on se dit, moi, je l'ai mise pendant 1 heure et lui, il l'a pas fait. Donc, pourquoi lui, il le fait pas? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, je m'astreins à le faire. Pourquoi l'autre le fait pas? Là aussi, c'est simple. Il faut juste des règles communes et partagées au sein de l'équipe. C'est fatigant d'en faire 8 heures par jour. Très bien. Donc, comment faire pour quand même se voir, mais tout en n'ayant pas tous les désagréments de la caméra? Vous pouvez décider, vous dire, tiens, dans les réunions d'équipe, on met tous notre caméra pendant les 5 premières minutes. Là, ça permet, si vous êtes par exemple sur Teams, je parle de l'outil qu'on pratique le plus chez Hector, si vous êtes sur Teams, vous allez pouvoir avoir un écran où vous avez tous les collaborateurs qui sont placés, on se voit tous, c'est très sympa, donc ça peut être avec un fond d'écran type un lieu de conférence, ou ça peut être même des visuels plus drôles avec des aquariums ou autres. Et ça, finalement, c'est partagé, on le sait, c'est comme ça, et c'est plus agréable, on suit les règles. Parce que l'enchaînement des visios, c'est épuisant, et vous le savez, et vous le vivez tous les jours. Des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis se sont intéressés à cette Zoom fatigue. Alors, ce n'est pas un nouveau sport de stretching, mais c'est bien la fatigue due à la visio excessive. C'est une bonne chose, la visio, mais finalement, il y a un côté intrusif qu'on peut ressentir. Déjà, on est très proche de la caméra. Dans la vraie vie, vous n'êtes jamais aussi proche des collaborateurs quand vous êtes sur place. Vous n'avez jamais les collaborateurs à 30 cm de vous. Donc, c'est quand même un petit peu intrusif. Et puis, voir tout le monde en miniature sur un écran, c'est aussi fatigant pour les yeux. Donc, le contact visuel très intense est épuisant. Par ailleurs, vous avez toujours, quand vous avez une visio, je l'ai là en bas de mon écran, ce retour vidéo où vous voyez. Et se voir toute la journée, on a rarement la possibilité de travailler devant un miroir toute la journée. Et donc, c'est aussi fatigant. Donc, cet enchaînement de réunions et cet enchaînement de visio
nous pousse à revoir finalement aussi le temps de nos réunions et de prévoir des pauses. Je l'ai dit, hein, vous devez dire à vos équipes qu'ils ont le droit de prendre des pauses, mais il faut aussi, comme on est en visio, ne pas avoir que des réunions d'1 heure, mais vraiment avoir ce temps de pause entre les réunions. À titre d'exemple, dans le conseil, on est tous amenés à bouger ou à faire plusieurs lieux dans la même journée. Et donc, parfois, j'étais, j'allais dire, à Levallois à un moment, et puis dans le 8e à un autre. Et ben, finalement, j'avais une pause entre mes réunions. J'avais la chance de prendre le métro parisien entre mes 2 réunions. Ben, aussi belle soit ma pause, finalement, cette pause me permettait de me déconnecter en tant qu'individu. Et j'étais pas juste derrière mon ordinateur en train d'enchaîner les sujets. Donc, prévoir plutôt des réunions de 45 minutes au lieu d'1 heure et vous aurez peut-être l'espoir d'avoir quelques minutes de battement entre ces réunions-là. Du coup, Laure nous a expliqué les 4 leviers du sentiment d'appartenance pour une équipe à distance. Donc, je vous les rappelle, il est important de s'assurer du développement de ses talents et de leur donner de l'autonomie, de leur donner du sens et de les relier constamment à l'organisation. Surtout de mutualiser les savoirs par le partage et en créant toujours cet esprit d'équipe. Et enfin, de créer du lien et de briser la solitude. Et a priori, ces 3 réunions vont vous permettre de pouvoir atteindre une grande partie ces objectifs. Donc, pour finir ce webinaire, et tout au long de ce moment partagé ensemble, nous avons d'abord compris l'importance du retour d'expérience pour prendre du recul, pour mieux comprendre notre environnement quotidien et pour nous permettre d'identifier le point de départ des changements opérés. Puis nous avons compris que malgré la distance, nous pouvions nourrir la proximité avec les collaborateurs, donc grâce au sentiment de proximité perçu, avec le rôle clé de l'identité collective et de la communication, tout ça mis en place par le manager qui devient un e-leader. Et enfin, Laure nous a donné des éléments très concrets et rapidement et facilement applicables pour vous outiller, vous, en tant que manager, dans votre management à distance d'aujourd'hui, puis demain, on l'espère rapidement, dans un mode de management qui soit plus hybride. C'est fascinant aujourd'hui si on regarde tout ce qui s'est passé depuis mars 2020. Je martèle ce message, mais effectivement, depuis mars 2020, beaucoup de choses se sont passées. Nos façons de faire, nos convictions ont beaucoup évolué et cela change encore. Donc, nous restons côté Hector très attentifs à tous ces changements et on voit les managers qui changent. Alors, restez connectés et on se retrouve très vite car on fera un webinaire sur tout ce sujet dans quelques semaines. Merci à tous.